Ok. Donc, je vous ai invité pour qu'on parle de l'actualité togolaise parce que aujourd'hui, vous qui sont nos aînés devant nous, cela fait beaucoup de temps que vous ne faites que dénoncer ce régime. Vous parlez de ce régime. Vous essayez d'interpeller ce régime de revenir à la raison où le Togo peut être un état de droit. Mais le gouvernement togolais est comme soumis, quoi. Ils ne veulent pas écouter personne. Donc, on a eu les nouvelles la fois passée où notre grand frère, notre doyen, comment l'appelle-t-on? Notre doyen Ferdinand Haïté a fait le live où il parlait que c'est comme ça, il y a dialogue qui prépare en l'air. Donc, c'est pour cela que je vous ai fait appeler pour qu'on discute de ça et voir comment est-ce que le peuple, on peut faire orienter c'est le peuple togolais. Donc, moi, je voulais juste vous poser la question. Ma première question est que aujourd'hui, le programme des Togolais, là, la solution des Togolais, le problème des Togolais, la solution de ça, là, c'est à travers les dialogues ou bien c'est à travers le soulèvement populaire. Je voulais juste vous poser cette question. Je peux. Oui. Merci beaucoup. Merci Gisoro pour l'invitation et pour le travail que tu abats, malgré toutes les difficultés que tu rencontres. Merci beaucoup pour tout. Bon, la question est de savoir si c'est une révolution, c'est la population, ou bien c'est les dialogues qui vont nous sortir de notre situation de blocage dans laquelle nous nous trouvons au Togo. C'est assez simple. Si on doit répondre directement, on peut simplement dire que c'est la prise de conscience d'abord des Togolais et leur détermination à faire une révolution qui peut nous sauver. Ce n'est pas les dialogues parce qu'on en a eu beaucoup. On en a eu au point même où les accords que l'opposition a signés avec le gouvernement d'Enyasimbe, ces accords-là se montent à environ 28 accords non respectés par ceux qui ont l'obligation de faire marcher ces accords-là, à savoir le gouvernement. Donc, parler de dialogue, d'abord, il faut se demander qui est demandeur de ce dialogue-là. Qui demande le dialogue? Qui le demande? Et parce que j'ai l'impression que c'est un ballon d'essai qui est lancé par le gouvernement pour voir ce que nous allons faire. Parce que j'ai cherché partout, je n'ai pas vu une source fiable qui me dit voici telle personne qui demande un dialogue. Et donc, il me semble que nous sommes en train encore, on nous a lancé dans on nous a lancé un ballon d'essai pour voir ce que nous allons dire. En réalité, il faut dire que le gouvernement n'est pas si confortable que ça, parce que 2025 aura quand même secoué le gouvernement et la conséquence, c'est la libération des prisonniers politiques, certains prisonniers politiques, c'est-à-dire ils ont fait, Faure Gnassingbé et ses amis ont fait comme s'ils libéraient les gens pour apaiser un peu. Maintenant, ce n'est pas fini parce que la secousse causée par le M66 n'est pas terminée. Libération des prisonniers politiques ne veut pas dire que ils n'ont pas senti la douleur. Hein? Le mouvement Amron, Madame Yakade, le M66, et tout ça, ça fait beaucoup. Donc, il se peut vraiment qu'ils aient besoin d'un dialogue et qu'ils lancent un ballon d'essai pour voir comment les populations vont réagir à ça. Et je crois que pour te répondre court, en attendant que les autres interviennent et qu'on revienne après, il faut simplement dire que ce n'est pas les dialogues, parce qu'on en a connu tellement au Togo, c'est pas ça qui va nous sauver. C'est une vraie prise de conscience des Togolais qui vont se mobiliser sérieusement pour faire tomber le système. Sinon, ce n'est pas les dialogues. Je m'arrête là pour le moment.
Ah, merci beaucoup, mon grand frère Joseph Sakeli. Merci pour le développement. Je ne peux que renchérir et puis compléter. Et le problème de l'idée de ce truc de dialogue-là, bon, je pense que je pense pas. Bon, parce que c'est une réalité. Parce que si nous lisons vraiment, nous suivons ce que nous faisons ici dans la diaspora, vous allez constater qu'il y a eu un certain moment quelques frères, quelques compatriotes de la diaspora qui, euh, je ne sais pas, dans des écrits, dans des lettres, ont clairement demandé à ce que qu'il y ait une certaine, enfin, une assise et ensuite une amnistie. L'assise qui veut dire dialogue. Donc, comme vous le savez, nous le savons nous tous, les, les pirates de RPT Unir sont un peu partout. Donc, ils recueillent ces informations. Et ce sont ces informations-là que le pouvoir actuellement est en train de chercher à instrumentaliser. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui tiennent ce langage-là. Ils publient tout ça. Ils parlent de dialogue, d'assises, d'amnistie. Donc, pour le pouvoir, c'est une aubaine. Parce qu'il sait qu'à travers le dialogue, il sortira toujours vainqueur, puisque le dialogue a toujours été quelque chose de profitable pour le pouvoir. Donc, ils vont dans ce sens-là en prenant la main tendue de cette diaspora-là qui ne fait que répéter la même chose, c'est-à-dire l'assise, l'amnistie et ses consorts. Pourtant, nous savons que le dialogue est obsolète au Togo. Comme Joseph l'a dit, il y a plus de dizaines de dialogues qui ont été faits au Togo. Ça n'a rien donné. Et on ne peut pas aller dans un dialogue avec un pouvoir qui a toutes les forces à sa disposition. Ça ne peut pas marcher. Pour aller dans un dialogue avec le dictateur, il faut d'abord que le dictateur soit en position de faiblesse. Pour que le dictateur sache qu'il n'a plus d'autre porte de sortie que de négocier avec le peuple. Là, on peut comprendre. Mais vous avez vu que ce pouvoir-là, depuis longtemps, il n'a jamais prêté attention au peuple. Il n'a jamais écouté le peuple. Et malgré nos cris, nos doléances, ils ont instauré une 5e République avec comment on appelle, une nouvelle constitution. Ils ont fait voter des députés sans l'aval du peuple, ainsi de suite. Et maintenant, on parle de dialogue. Vous voyez que ça ne marche pas. Et un dictateur, on ne peut pas dialoguer avec lui. Et pas n'importe quel dictateur. Un dictateur tel que Gnassingbé, Faure Gnassingbé, on ne peut pas dialoguer avec ces gens de personnes. On ne peut que les chasser. On ne peut que développer un équilibre de rapport de force pour les chasser. Et c'est ce qui doit être vraiment le travail que nous devons faire. Comment rassembler nos forces? Comment développer, former une synergie et développer un équilibre de rapport de force pour pouvoir chasser le dictateur. Et pour le chasser, on n'a pas besoin d'utiliser des moyens conventionnels. Il faut qu'on utilise des moyens non conventionnels pour chasser le dictateur. On n'a jamais utilisé les marches, les autorisations de marche pour chasser un dictateur, non. Donc, il faut qu'on réfléchisse que le dialogue là, moi je ne veux même plus entendre parler de ça. Sincèrement, si nous sommes sérieux, sincères, le Togolais, le vrai Togolais qui lutte pour sa liberté, ne doit même pas entendre parler de dialogue, de mot dialogue. C'est couillonner le peuple togolais. Donc, nous devons réfléchir comment nous devons faire pour développer un équilibre de force pour pouvoir chasser ce monsieur. Ces frères-là qui sont peut-être fatigués dans la diaspora, qui sont peut-être dans la diaspora de cela trentaine, quarantaine, cinquantaine d'années, je peux les comprendre, qui sont fatigués, qui veulent terminer leur vie au bercail, on peut les comprendre, mais pas dans cette situation, pas dans ces conditions. En demandant au dictateur de proposer, d'aller dans ce sens pour le dialogue, les assises et l'amnistie, mais c'est un piège que le dictateur nous tend. Il nous tend parce que actuellement, la lutte que nous menons, surtout dans la diaspora, est en train d'affecter le pouvoir, est en train d'affaiblir d'une manière ou d'une autre le pouvoir. Si le pouvoir fait semblant de résister, mais cette lutte de la diaspora actuelle
n'est pas sans conséquence pour le pouvoir en place. Donc, la diaspora constitue pour le pouvoir un grand problème. Un grand problème de telle sorte que les derniers mois là, vous avez vu que Faure Gnassingbé est en train de multiplier des démarches sur le plan international pour faire rapatrier, pour faire extrader nos frères de la diaspora, en l'occurrence, nos jeunes frères combattants du M66 et les autres qui luttent, tout simplement parce que il sait que la lutte là de la diaspora est en train de l'affecter. Donc, il a demandé à la France, et bien la France a refusé. Vous voyez. Donc, quelque part, il comprend. Donc, en parlant de dialogue, nous sommes en train d'ouvrir une brèche à ce dictateur-là pour nous tendre le piège comme ça. Il va parler d'assises, il va parler d'amnistie, comme les autres le demandent. Et innocent que nous sommes, d'autres vont rentrer au pays, croyant que, oui, c'est la paix, croyant que c'est l'amnistie vraiment, et ils seront pris au piège, jetés en prison, comme je l'ai écrit la dernière fois, comme Mobutu l'avait fait avec ses dissidents. Donc, nous devons faire attention que on ne blague pas avec le diable, on ne négocie pas avec le diable, on combat le diable. Nous devons comprendre ça pour une fois de bon. On n'a pas négocié. Même si aujourd'hui, on n'a pas encore les moyens de le faire, nous devons y penser comment faire pour avoir ces moyens-là. C'est ça ce que nous devons faire. Dialogue là, il faut mettre croix rouge là-dessus. Voilà, je m'arrête d'abord pour le moment. Ok, merci beaucoup. Comment l'appelle-t-on Monsieur Rufin Ganda, comment l'appelle-t-on? Si je comprends bien même, il y a certaines personnes dans la diaspora qui cherchent à demander dialogue, ou bien ce dialogue-là, ça vient des leaders des partis politiques ou bien les sociétés civiles. Donc maintenant, s'ils demandent à avoir du dialogue là, c'est quoi l'intérêt du peuple dans ça? Est-ce que ça peut nous permettre d'avoir un Togo nouveau où Faure n'est plus à la tête de notre pays, ou bien dialogue avec le gouvernement, continue à travailler avec eux, alors qu'aujourd'hui, l'objectif du peuple togolais, le peuple veut les changements. Et dans ça aussi, c'est par quelle voie que le peuple doit passer, et c'est par quelle voie que le peuple doit choisir pour réaliser dialogue ou bien soulèvement populaire. Donc, je voulais que tu essaies de nous bien orienter les choses, quoi, éclaircir les choses. Comme je viens de le dire, il y a encore quelques frères et sœurs de la diaspora qui sont dans... La famille, s'il vous plaît, il y a 2 minutes, 2 secondes. La famille, s'il vous plaît, il n'y a pas de tapotage, quoi. Aidez-nous à tapoter l'écran et partagez le live maximum. S'il n'y a pas de tapotage, le compte sera banni. Donc, s'il vous plaît, tapotez, partagez le live. Merci beaucoup. On y va. Comme je viens de le dire, je n'invente rien. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez eu maintes fois à lire des sorties, des propositions de quelques-uns de nos frères et sœurs allant dans le même sens. Ça fait déjà une année que des gens dans la diaspora écrivent, et puis sérieusement, ils se sont vraiment organisés pour demander à ce que il y a une assise, qui a l'amnistie, et que les Togolais se rassemblent, et puis qu'il y a l'amnistie qui est une assise. Donc, quand vous écrivez des choses comme ça, ne soyez pas étonnés que vous tendez la main aux dictateurs qui aiment les dialogues. Et en même temps, les partis politiques de l'opposition qui sont sur place aussi, qui veulent aussi avoir les miettes, qui collaborent depuis avec le pouvoir, aujourd'hui trouvent aussi que le dialogue, ça peut leur faire du bien. Donc, ils vont aussi dans ce sens-là. Donc, le dictateur prend la main tendue et de cette partie de la diaspora qui propose le dialogue et l'assise, et aussi l'opposition qui est aussi pris dans le piège et aussi accepte. Alors, le dictateur trouve que, alors c'est bon, donc il va instrumentaliser le dialogue comme d'habitude. Est-ce que le dialogue, qu'est-ce que ça apporte aux Togolais? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Ça ne nous apporte rien. Le dialogue, on devait l'avoir avant, pour que ça porte le fruit. S'il y avait dialogue, s'il y avait entente, s'il y avait un équilibre de force, on n'allait pas même aller dans la 5e République. On ne serait pas ici. Donc, Faure Gnassingbé, lorsqu'on criait, lorsqu'on lui demandait, lui disait non, la 5e République, on ne veut pas. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Le chien aboie, la caravane passe. Il a fait voter une nouvelle constitution avec une Assemblée nationale qui n'avait même pas raison d'être. Il a
il a créé un Sénat, il a tout fait et il a instauré la Ve République sans demander l'aval du peuple, sans demander quoi que ce soit au peuple. Et maintenant, nous parlons de dialogue, mais il est content. Donc, qu'est-ce que ça va nous apporter quand vous allez dans un dialogue et que vous n'avez pas la force d'imposer ce que vous voulez? Quand vous allez dans un dialogue avec un pouvoir qui détient toutes les forces, alors qu'est-ce que vous avez à dire? Vous n'avez rien à dire, vous ne pouvez que vous soumettre. Alors ça n'apporte rien. Donc, on viendra alors confirmer, légaliser son pouvoir, sa Ve République, au vu de tout le monde. Donc, ça ne nous apporte rien, ça détruit la lutte que nous menons. Donc, le mieux, c'est de réfléchir, voir comment nous pouvons créer un équilibre de rapport de force pour bouter Fonya Singbe dehors. Il n'y a plus d'autres choses à faire. On a presque tout essayé. C'est ce qui nous reste maintenant. De s'organiser, comme Atchadam l'a fait il y a de cela en 2017, comme nos frères de M66 ont essayé l'année passée en juin, et ça a secoué le pouvoir en place. Donc, nous devons encore nous organiser pour pouvoir bouter ce monsieur dehors. Si nous nous aventurons dans ce dialogue-là, et que à la suite, on propose, le dictateur nous propose, comment on appelle, une amnistie factice, alors là, c'est que la diaspora là est tombée dans un piège. C'est comme ça qu'on va nous massacrer, nous tous, ceux qui vont rentrer. Donc, le mieux, on s'organise et on trouve les voies et moyens pour bouter ce pouvoir dehors. C'est ça la solution togolaise. Les autres nous attendent pour qu'on puisse en finir avec la dictature et essayer de voir comment nous pouvons nous relancer dans la lutte actuelle mondiale. C'est ça. Je pourrais dire quelque chose avant le... Oui, ok. Ouais. En préparation de ce débat, j'ai contacté Pierre Adjeté. Et je crois que Ruffin fait allusion à son groupe qui a toujours demandé des assises. Il a tenu à me dire qu'il ne faut pas confondre les assises et le dialogue. Bon, j'aurais voulu qu'il soit ici pour parler de ça. Quand Ruffin parle d'une frange de la diaspora qui demande le dialogue, je pense que c'est à ça qu'il fait allusion. Et ce travail que Adjeté fait ne date pas d'il y a un an. Il le demande depuis plus de 3 ans maintenant. Si Fonya Singbe était quelqu'un qui était sensible aux sollicitations des uns des autres, il aurait saisi cette perche-là qui était tendue depuis toujours, avant même les mouvements de 2025. Donc, c'est vous dire que ce que nous entendons là circuler, c'est un ballon d'essai. Je l'ai dit tantôt, c'est un ballon d'essai pour voir comment le peuple va réagir à une idée de dialogue. Et ce ballon d'essai, je pense qu'il est lancé par les laboratoires bleus, c'est-à-dire le pouvoir en place, pour voir comment nous allons réagir et pour qu'ils puissent voir ce qu'il faut faire. La raison est simple. C'est parce que le Togo a été secoué sérieusement l'année passée. Le Togo a été secoué par le M66, par les mouvements de Amron et Madame Nyakade et les autres. Donc c'est ça qui a quand même porté un coup dur au pays. Et ils font comme si ça n'a rien donné, mais ça a donné quelque chose. Et j'ajoute, ce que j'ai dit tantôt, c'est que c'est ça aussi qui a entraîné les libérations provisoires auxquelles ils se sont livrés sans savoir exactement qui ils veulent tromper. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la diaspora en question qui a réclamé, c'est celle représentée par Pierre Adjeté, mais c'est qu'il dit que c'est pas ça qu'il réclame. Il réclame, lui, des assises qui passent par une amnistie générale, la libération de tous les prisonniers politiques et le retour de tous les exilés. Bon, il a martelé ça depuis, mais il n'y a pas eu de répondant du côté du gouvernement. Et ce qui les fait faire maintenant, ce qui les fait tenter quelque chose, c'est ce qui s'est passé l'année passée, et ils craignent que cela ne continue, mais ça s'accentue. Vous savez très bien que le pouvoir ne négocie que quand il a le dos au mur. Hein? Donc, depuis Adema, c'est quand ils ont le dos au mur qu'ils essayent de dialoguer. On a eu le 5 octobre 90 et sa suite.
qui a entraîné la conférence nationale et tout ça, qu'on peut regarder comme une sorte de dialogue aussi, n'est-ce pas? Il y a eu les accords cadres de Lomé avec la nomination à la suite, avec la nomination de Maître Aboibo comme Premier ministre, c'était en 2006. C'était parce que il fallait lever les sanctions que le monde entier avait imposées au Togo après les massacres de 2005. Donc, il y a eu aussi le cas Achadam, la révolution d'Achadam, qui a aussi été une raison pour le pouvoir de s'asseoir avec les opposants. Mais toujours est-il que quand ils s'asseyent avec les opposants, c'est pour gagner la partie. La partie. Donc, le dernier mouvement qui les bouscule aujourd'hui, c'est le mouvement du 5 octobre, du mouvement Amron et Nyakade. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe. S'il y a un ballon d'essai qui est lancé, il faut savoir que c'est un ballon d'essai pour voir dans quel sens ça va aller, pour voir s'ils peuvent le récupérer. Bon, c'est ce que moi je pense. Hein. Sinon, je ne connais pas un homme de l'opposition ou bien une femme de l'opposition, une dame de l'opposition qui a elle-même demandé qu'il y ait dialogue. Et quand tu cherches pour savoir d'où vient l'idée, tu ne trouves pas exactement d'où ça part. À partir d'où, quel document nous permet de parler de dialogue? Il n'y en a pas. Voilà. Je m'arrête là, merci. Ok. Bon, si je peux intervenir, M. Ruffin. Ouais. Il n'a pas encore parlé, peut-être que c'est... Allez-y, Ruffin, après vous, allez-y. Ah, ok. Bon, comme Joseph le dit, comme ballon qui est lancé, vous savez, quand on est en face d'un système que nous avons au Togo, et que des gens se permettent, moi je n'ai pas de leçon à donner à quelqu'un, c'est mon point de vue, les gens se permettent de parler d'amnistie et d'assises, à un système que nous connaissons bien, un système qui nous a proposé par le passé plus d'une vingtaine d'assises, de dialogues, qui n'ont abouti à rien. Et que encore des gens se permettent en pleine lutte contre le système de parler d'amnistie et puis d'assises. Même si le pouvoir ne réagit pas, en même temps, parce que le pouvoir le va en poupe, et que le pouvoir est maintenant un peu taquiné, alors il va se rappeler que d'autres parlaient il y a de cela quelques années, ou bien une année, d'assises et d'amnistie. Ils en parlent encore. Mais pourquoi ne pas tenter? Et en tentant, ça prend, voilà que l'opposition, une partie de l'opposition est favorable à ce dialogue. Et pourtant, nous savons que cette assise, cette amnistie-là, n'apportera rien. Qui va amnistier qui? Eh bien, c'est bizarre que on demande à un système dictatorial qui a tué, qui a massacré, qui continue de tuer, de violer les femmes en prison, d'envoyer des enfants qui n'ont même pas un an en prison, de violer le droit fondamental, ainsi de suite, et j'en passe. On demande à ce système-là, qui a la main sur de sang, d'accorder de l'amnistie au peuple qui est victime, et demande encore au peuple d'organiser des assises avec ce peuple-là. Eh mais c'est absurde. Le pouvoir ne peut que s'en réjouir et dire voilà. C'est ça. Moi, je n'accuse personne. Mais ce que je sais, c'est que cette demande-là, ou le fait de proclamer, de chercher de demander à ce qu'il y ait assise, amnistier ses consorts, ça a poussé le pouvoir également d'en profiter, de prendre, de saisir la perche que cette partie de l'opposition est en train de tendre pour pouvoir l'instrumentaliser. Vous voyez, raison pour laquelle aussi une partie de l'opposition actuelle est favorable à ce dialogue, à ces assises, et en même temps, tout en sapant l'effort de lutte, l'élan de lutte que nous avons lancé il y a de cela encore l'année passée et qui tient encore. Voilà ce que j'allais ajouter à ça. Parce que ça joue un rôle. Parce que l'assise que les gens ont proposée, l'amnistie que les gens ont proposée, mais je ne vois pas le rapport. Je ne vois pas la raison pour laquelle on doit proposer ça. Voilà que ça a une relation avec ce que Foy Singbe et ses faucons sont en train de dire, de publier actuellement. Merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur Ruffin. Trismégis, on y va.
Merci Cicero, et merci à l'ensemble des frères qui sont sur le panel, Joseph Takeli, Ruffin et Abel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, moi je voudrais poser une question d'abord à nos grands frères panélistes pour avoir leur position sur la stratégie ou bien leur idéologie actuellement sur comment la lutte devrait se faire. La lutte doit se faire par une révolution populaire ou elle doit se faire par autre moyen avant de rentrer sur la discussion sur le dialogue. J'aimerais avoir les positions sur ça. Peut essayer? Ouais. Moi, je donne mon point de vue. On a tout essayé au Togo. On aurait espéré que l'armée nous délivre de ce malheur, mais l'armée, comme vous le voyez, l'armée est du côté du pouvoir. D'ailleurs, c'est l'armée qui tient le pouvoir. Donc, il ne nous reste qu'une révolution. Une révolution. Donc, on est contre d'autres formes de succession, mais nous n'avons qu'une révolution à préparer. C'est mon avis. Et à moins donc que vous ayez d'autres choses à proposer et qu'on va les analyser, mais de mon expérience, il n'y a qu'une révolution qui puisse nous faire avancer comme à Madagascar, comme au Népal et tout ça. Si c'est pas ça, moi je ne vois pas. Je ne vois pas. C'est ça ma réponse à ce que vous venez de dire. Je vais dire un mot sur ce que Ruffin a dit tout à l'heure, parce que une amnistie, ça n'implique pas c'est pas la même chose que le dialogue. Parce qu'il y a des gens qui sont en prison. Il y a des gens qui souffrent dans leur peau. Il y a des gens dont la vie dépend de ceux qui nous gouvernent. Donc, demander une amnistie, c'est pas se compromettre. Et si le gouvernement pouvait entendre ça, ce serait une bonne chose parce qu'il faut quand même trouver une façon de libérer les gens de cette prison-là. Généralement, quand on parle d'amnistie, on veut faire la distinction entre amnistie et grâce présidentielle. Parce qu'une amnistie, c'est une décision prise par l'Assemblée nationale et qui efface le casier judiciaire, qui permet à la personne amnistiée de ne pas être poursuivie. Or, ce qu'on constate, c'est que les libérations qui viennent de se faire, c'est les libérations provisoires. On peut à tout moment attraper les gens et les ramener là-bas. Or, une amnistie, si vous avez bénéficié d'une amnistie, c'est que vous êtes libre. Vous êtes totalement libre. Et votre casier judiciaire est nettoyé. C'est pour ça qu'on parle d'amnistie. Et quelle que soit la personne qui demande l'amnistie, et quel que soit le moment, c'est bienvenu parce qu'il y a des gens qui meurent en prison. Il y a des gens qui sont en exil. Il n'y a qu'une amnistie qui puisse permettre aux gens de rentrer sans craindre d'être attrapés et d'être mis en prison. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Je peux dire quelque chose? Oui, il ne faut pas que ce soit un dialogue. Il faut pas faire. Il y a beaucoup de gens qui attendent. Moi, je vais faire quelque chose. Exactement, c'est là où le dictateur est en train de nous rouler dans la farine. Parce que il sait qu'il ne va jamais nous amnistier. Il va libérer d'autres, il va prendre encore d'autres jetés en prison. Et c'est ce qu'il fait. Donc, le mieux, c'est de se préparer, créer un équilibre de rapport de force pour renverser le système. C'est fini. Parce que l'amnistie ne se fera jamais. Ça, il faut oublier. Ça ne se fera jamais parce que les prisonniers politiques pour le système constituent des otages. C'est ça. Il a libéré des personnes, il a gardé leur passeport. Il n'a pas voulu le remettre. Il a libéré des personnes à qui il a donné des consignes de ne pas, des consignes très strictes. Il a libéré des personnes à qui on a limité leur espace de mouvement. Ouais. Donc, l'amnistie, demander l'amnistie à un dictateur, dans les conditions dans lesquelles nous sommes, et encore au Togo, et quel dictateur, un dictateur togolais, Fagne Asingbe, c'est se moquer de soi-même. Ouais. Ça ne peut pas marcher. Bon, quant à la question de notre trimégiste, comme le grand frère Joseph Takeli l'a dit, on aurait souhaité que l'armée fasse quelque chose comme ça s'est passé au Burkina Faso, au Mali, au Niger. On aurait vraiment souhaité. Mais notre armée n'est pas comme l'armée du Burkina Faso, n'est pas comme l'armée du Mali ou du Niger. Ouais. Donc, cette occasion-là, je ne sais pas si ça peut marcher. Je ne sais pas si l'armée
va réagir comme les braves militaires du Burkina Faso, du Niger et puis du Mali. Je ne sais pas. Je ne peux pas exclure ça. On aurait souhaité, je ne sais pas. Mais ce qui nous reste actuellement, c'est de s'organiser. C'est de créer un équilibre de rapport de force et passer par une révolution, une insurrection populaire spontanée. C'est ce qui nous reste. Donc, en attendant, nous allons grignoter le système à l'international, puisque ça marche aussi. Ça marche. Mais on a besoin de moyens financiers. On a besoin d'argent. On a besoin d'argent pour affaiblir le système à l'international, pour affaiblir les ramifications internationales de ce système, pour affaiblir le lobbying de ce système-là, que Fonia Simbe finance avec les milliards que son papa lui a légués, avec les milliards qu'il a pillés, et il finance le lobbying un peu partout. Il faut que la diaspora togolaise s'organise aussi et cherche des moyens financiers. C'est ça aussi. On demande à la diaspora de cotiser. La diaspora n'arrive même pas à cotiser. La dernière fois, lorsqu'on a lancé un téléthon, sur plus de 2 millions de Togolais de la diaspora, plus de 2 millions, il n'y a que 3 000 qui ont cotisé et ça ne fait même pas 100 000. C'est misérable. Alors que sans argent, on ne peut pas lutter contre ce système. Et on a prouvé, le M66, Madame Nyakade et les autres, ils ont prouvé par le passé, par l'année passée, que on peut terrasser ce baobab là pourri. On peut le terrasser. Vous avez vu? Donc, il nous faut des moyens, mais les gens ne cotisent pas. Pourquoi? Merci. Merci bien. On passe la même question à Abel. Abel, rapidement, 2 minutes avant qu'on passe à Yemi et Abraham et revenir sur le sujet. Merci beaucoup, Trismégite. Je voudrais saluer mon grand frère Joseph et Ruffin pour leur développement très très brillant. Alors, je vais essayer rapidement de brosser un peu sur la question du dialogue. Merci au grand frère Joseph de nous avoir dit qu'il y a des gens parmi nous qui ont lancé cela, l'idée, et que le régime est en train de l'exploiter. Moi, je pense que c'est très dangereux de le faire. De l'avoir dit, c'était très dangereux. Pourquoi? Parce que, en fait, nous avons à un moment donné coincé le régime. Nous avons réussi à le coincer véritablement. Et il cherchait un échappatoire. Je crois que cet échappatoire-là, nous lui avons offert en lançant cela. Ensuite, pour parler d'amnistie, comme mon grand frère Ruffin venait de le dire, pour parler d'amnistie, il faut que la personne soit d'abord, je pense, jugée et condamnée. Mais convenez avec moi que ceux qui avaient été libérés le 31 décembre dernier, que ce soit les personnes de Tigre Révolution ou bien que des gens qui avaient été arrêtés en juin dernier, personne parmi ces gens-là n'a été jugé et condamné. C'est des gens qui ont été kidnappés. Et donc, justement, si on était dans un état normal, je ne pense pas qu'il devait y avoir quelque chose dans leur casier judiciaire parce que les gens n'ont pas été jugés. Et tenez-vous bien que le régime, en temps normal, c'est le détenu qui demande une libération provisoire. Mais cette fois, ça n'a pas été le cas et c'était passé de manière très subtile. On n'a pas remarqué. Le régime est venu leur proposer à eux une libération provisoire et en mettant sur leur tête une épée de Damoclès. Abel, 2 secondes. Abel, 2 secondes. La famille, ils sont en train de signaler le live. Tapotez, partagez. Le live est attaqué. Donc, s'il vous plaît, tapotez, partagez le live maximum. Tapotez, concentrez vos doigts. Donc, c'est un peu ça. Abel, on y va. Merci. Et vous voyez un peu, le régime met sur leur tête l'épée de Damoclès. Les gens sont obligés à la fin de chaque mois d'aller signer un papier. Et je puis même vous dire que des sources nous ont même dit que tous ces détenus-là qui sont sortis sont suivis. Et demandez, comme le disait mon grand frère Ruffin tout à l'heure, demandez à un dictateur comme Fonia Simbe, lui demander d'amnistier les gens, ou bien qu'on va aller encore, on va faire des assises avec lui pour discuter de quoi? De son départ? Non, il n'a qu'à partir. On va s'asseoir nous-mêmes entre nous. On verra comment on va conduire notre pays, on va diriger notre pays. Maintenant, pour terminer, je ne sais pas, mon temps est en train de finir, mais pour terminer, pour la lutte, comment est-ce que nous allons faire la lutte? Ben, écoutez, beaucoup de choses ont été essayées. Si nous n'avons pas réussi jusqu'ici, c'est qu'il faut qu'entre nous, nous nous asseyons à un moment donné, qu'on fasse ce qu'on appelle un conclave et que nous soyons capables de tirer les leçons de l'histoire. Depuis au moins 90, nos grands frères sont dans cette affaire-là.
C'est les mêmes choses qu'on répète, on fait la lutte, à un moment donné, on revient, on s'assoit et on attend un autre mouvement pour venir. Notre indignation est que momentanée, on n'est pas constant dans la lutte. On n'est pas constant. Une révolution sur une certaine constance. Mais nous ne sommes pas constants dans ce que nous faisons. Nous faisons un moment, après nous revenons, nous nous asseyons. C'est quand ça nous chauffe encore que nous asseyons-nous, rediscutons des erreurs qui avaient été commises avant et tirons des leçons de tout ce qui avait été fait avant et ensuite restructurons-nous. C'est très important cette restructuration-là. Aujourd'hui, chacun prend la chose de son côté. On a des dizaines, des centaines d'associations de Togolais qui sont dans la diaspora, mais on ne les retrouve pas. Et ce qui est encore plus dommage, c'est que vous allez me retrouver, moi, Abel, dans 4, 5, 6 associations. Pourquoi? Asseyons-nous, restructurons-nous véritablement. Et comme ça, on verra, on pourra même établir même un budget pour notre lutte. Parce que là, on vient à chaque fois, c'est quand il y a un besoin qui vient, qu'on va dire, on va lancer un GoFundMe et qu'on va cotiser. Mais nous sommes des gens assez intelligents, je le pense, nous Togolais. Nous sommes très intelligents, qui pouvons même budgétiser notre lutte. Aujourd'hui, c'est à l'international que ça fonctionne. Mais appuyons-nous sur ce levier. Et il faut travailler sur ça. On ne peut pas se lever seulement et le faire. Je crois que je vais m'arrêter là-bas. On en discutera beaucoup plus longuement. Yemi de Souza, vous pouvez aller après Abraham et après on reviendra à Joseph Takeli et Rifin avec d'autres questions. Allez-y, Yemi de Souza. Yemi est là. Voilà, Abraham, allez-y. Abraham, on vous écoute. 3 minutes rapidement et on reviendra aux panélistes. Ok, je salue tout le monde et salue M. Gisoro, tout le monde qui se trouve sur le panel. Pour moi, on doit se concentrer sur le peuple. Voilà, parce que aujourd'hui, les gens pensent que l'Amnesty internationale est du côté du peuple. Il ne faut jouer leur rôle pour que Nyasingbe puisse mieux gérer le pays, pour qu'il puisse éterniser, c'est tout. Sinon, si l'Amnesty internationale existait vraiment au Togo, je pense que depuis là, tous les détenus politiques allaient être libérés, parce que les détenus politiques qui sont là, c'est juste une manière de dire au peuple togolais, si vous sortez, on va vous bastonner, on va vous conduire en prison. Voilà ce à quoi ces détenus politiques-là sont. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je peux dire qu'il y a quelque chose qui nous manque pour libérer le pays là. C'est-à-dire qu'il faudrait sur le régime. Parce qu'aujourd'hui, ils ont pris une autre stratégie. Ils ont commencé à organiser du sport dans les régions. Ils ont fait ça à ce côté. Nous avons vu ce que ça a donné. Et ce n'est pas à ce côté seulement ils vont le faire. Ils vont le faire aussi dans d'autres régions. Donc, c'est une manière de s'approcher du peuple et du pays. Encore une fois. Aujourd'hui, c'est ça qui nous reste, nous les Togolais. Mettre la pression sur le peuple togolais et essayer de déconstruire le mensonge du régime en place. Voilà. Tout ce que le régime fait, nous devons les suivre de près pour les briser sur tous les plans. Sinon, si nous allons rester aujourd'hui pour parler de cela, non, il ne faut pas aller au dialogue. Cela, on peut beau crier, ils iront au dialogue. Et ce qui va sortir là-bas, ce qui les arrange, ils vont prendre. Donc, moi, le problème, je vois aujourd'hui, et puis en ce qui concerne le Téléthon et tout, bon, j'ai tout englobé. Je ne pense pas que les Togolais seront prêts à investir de l'argent encore de plus. Donc, pour moi, c'est de mettre de l'accent sur le peuple. Et s'il faut, nous devons mettre des gens qui feront la campagne de porte à porte, qui va sensibiliser les gens pour que au moins nous puissions obtenir 1 million ou 2 millions de Togolais dans la rue pour demander la démission immédiate de Faure Gnassingbé. Bon, c'est ce qui nous reste. Bon, voilà ce que je peux dire et pouvoir profiter de dénoncer en même temps ce que le régime organise. Voilà. Merci. Ok, merci bien Abraham. Je vais reposer quelques questions aux panélistes.
Voilà, juste vous rappeler que ce soir, c'est un panel. On a des panélistes, M. Joseph Stakeli et M. Rufin Garda. Et nous parlons sur le dialogue. Voilà, c'est ça le thème de ce soir. C'est vrai que nous sommes sortis un peu du thème pour rentrer même sur la lutte, quels moyens utiliser ou bien quelle stratégie adopter. Moi, la question que je veux poser, voilà, si des gens aussi ont des questions, ils pourront les poser après moi. Voilà, vous pouvez faire votre demande pour poser vos questions aux panélistes. Je pars du postulat de l'article 150 de la Constitution de la 4e République qui normalement appelle les Togolais à s'organiser et à faire barrière à ce coup d'État constitutionnel et institutionnel. Monsieur Takeli a parlé des partis politiques qui sont favorables au dialogue. J'aimerais poser la question. Comment est-ce que c'est pas accepté? Ou bien c'est Monsieur Rufin. Voilà, j'aimerais poser la question pour savoir quels sont ces partis politiques qui sont favorables aujourd'hui à ce dialogue et pourquoi on peut avoir des partis politiques favorables à un dialogue aujourd'hui au Togo. Moi, j'ai lu que le CAR est favorable. Parce que le CAR a présenté un texte dans lequel il dit qu'il est favorable à une condition. À des conditions. Les conditions ne m'intéressent même pas. Quand on dit déjà qu'on est favorable pour un dialogue qu'un dictateur organise, pas des moindres. Un dictateur tel que Fonya Singbe, les conditions m'intéressent très peu. Et je suis sûr que beaucoup de partis politiques vont suivre parce qu'ils sont dans ce qu'on appelle la sournoiserie et ils vont suivre. Pourquoi ils vont suivre? Parce que c'est la nature de nos partis politiques de l'opposition au Togo. Le système a paupérisé les partis politiques de l'opposition. Raison pour laquelle je suis d'accord avec Joseph Takeli qui dit que les partis politiques doivent être mis en veilleuse. Ça, je suis d'accord avec ça, parce que il est temps à ce que ces partis politiques soient mis en veilleuse. Les partis politiques sont tellement paupérisés au Togo qu'ils n'ont plus d'autre marge. Et on a l'impression que ces partis politiques vivent de la situation actuelle du Togo. Donc, vous avez vu qu'aujourd'hui, avec la 5e République, la façon dont la 5e République a été organisée jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu le rôle que les partis politiques ont joué. Vous avez vu aussi la dernière fois, lorsqu'il fallait, on parlait de conseils municipaux et puis de maires. Vous avez vu comment le jeu a été fait. Donc ça veut dire que les partis politiques, ils n'ont plus d'autre alternative. Ils doivent vivre. Ceux qui l'ont créé, ils veulent vivre. Les partis politiques se financent. Pas de l'argent. La politique des partis doit être financée. Les actions doivent être financées. Ils n'ont pas ces moyens. Les moyens, ils les ont seulement quand le système met de l'argent à leur disposition, tout en leur dictant ce qu'ils veulent. Et ils acceptent. Donc, accepter le dialogue, c'est d'accepter de contribuer à ce système, à cette 5e République. Accepter le dialogue, c'est d'accepter d'avoir de l'argent. Accepter le dialogue, c'est d'accepter d'avoir des possibilités, d'avoir des facilités. Et c'est ça qui les pousse à accepter le dialogue contre la lutte, la vraie lutte que les Togolais sont en train de mener. C'est ça, c'est ce qui les pousse à accepter. C'est-à-dire que la situation actuelle pour les partis politiques, ils considèrent que cette situation est une fatalité. Donc, il faut vivre avec. Alors que ça ne doit pas être ça. Ça ne doit pas être ça. Nous devons relancer cette lutte. Raison pour laquelle je demande au peuple togolais, si nous voulons nous libérer, si nous voulons que les mots togolais finissent, il n'y a qu'une seule solution, c'est de bouter le pouvoir dehors et une rupture totale avec le système. Pour cela, il faut qu'on bouge. Il faut qu'on ait des moyens. Il faut que le peuple comprenne. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est ça. Merci, je crois avoir répondu. Hein. Merci. Je peux essayer de répondre aussi. Vas-y, monsieur Joseph, allez-y. Avant de répondre à cette question qui a trait aux partis politiques, je constate que les gens nous n'avons pas la même compréhension du mot amnistie. Certains pensent quand on dit amnistie, j'ai entendu quelqu'un parler d'amnistie internationale, ce n'est pas de ça qu'on parle. Quand on parle d'amnistie, c'est une loi à l'intérieur d'un pays. Ça n'a rien à voir avec l'international. Ne confondez pas avec l'association qui s'appelle Amnesty International et qui lutte en faveur, entre guillemets, des droits des citoyens, des individus. Donc, ceci étant dit, il faut savoir que l'amnistie, c'est une loi que l'Assemblée nationale prend
pour effacer les crimes des gens. Ça peut concerner plusieurs personnes ou ça peut concerner une personne. On donne la date à laquelle l'infraction a été commise ou bien l'infraction dont il est question. Hein? Mais ce que nous devons exiger, c'est l'amnistie générale. C'est ça qui permettra que les gens rentrent et que les gens soient libérés et qu'on ne dise pas, qu'on ne revienne pas après pour les attraper. C'est très important de le savoir. L'amnistie dont on parle s'oppose à la grâce présidentielle qui est un instrument politique entre les mains du dirigeant. Donc, quand il utilise la grâce présidentielle, il maintient les gens. On n'efface pas votre infraction, le casier judiciaire n'est pas purgé, on peut à tout moment vous prendre. Et Faure Gnassingbé récemment est allé encore utiliser quelque chose. Il n'a pas utilisé la grâce présidentielle, il a utilisé simplement la liberté provisoire. Donc, Abel a dit tout à l'heure que l'amnistie ne s'impose n'est valable que si on a condamné la personne. C'est pas vrai, c'est la grâce présidentielle qui exige qu'on ait condamné la personne. Alors que l'amnistie définit un temps donné et des crimes en général, on dit que vous êtes amnistié. Et c'est ça que nous voulons. Si on a l'occasion de le demander. Quelqu'un a dit dans les commentaires que je l'ai déçu en donnant cette réponse, mais c'est une connaissance qu'il faut avoir d'abord pour faire ce combat-là, pour parler de ces termes-là. Sinon, vous allez faire des erreurs en pensant que quand on dit amnistie, on veut l'amnistie, on veut dire que c'est la même chose que le dialogue. Non. Les gens souffrent, il faut les amnistier. Si le président décide aujourd'hui de permettre à l'Assemblée de prendre une loi pour amnistier les gens, ben, nous allons accepter. Ça ne nous engage en rien. Ça ne veut pas dire qu'on a fait un dialogue et qu'on a trahi la lutte. Non, pas du tout. Il ne faut pas faire cette confusion-là. Maintenant, quand il s'agit des partis politiques, Ruffin l'a rappelé, moi, il y a très longtemps que je préconise qu'on mette les partis politiques en veilleuse pour venir ensemble faire une lutte de libération. Mais je sais que ça n'arrivera pas parce que les partis politiques, il faut d'abord les connaître leur origine, qui les a créés. Quel était l'objectif de celui qui a créé ces partis-là? C'est pour ça qu'on doit oublier cette idée de l'unité de l'opposition. Ça ne viendra pas parce que toute l'opposition n'a pas les mêmes buts, n'a pas les mêmes objectifs à sa création. Il y a des gens qui ont créé les partis politiques pour perpétrer le système de domination. Donc, vous n'obtiendrez pas que ces gens-là et vous asseyez quelque part et que vous fassiez la même lutte. Ce ne sera pas possible. Donc, c'est un rêve qu'il faut abandonner, cette histoire d'unité d'action des opposants. Parce qu'ils n'ont pas le même agenda à leur création. Beaucoup sont créés avec des agendas précis. Beaucoup sont créés d'ailleurs par le système lui-même. Donc, il va falloir qu'on se désillusionne et qu'on se focalise sur la lutte libératrice. Elle est difficile. C'est ça seulement qui nous reste. C'est pas que nous sommes des extrémistes ou bien comment on nous appelle souvent, les extrémistes. Hein, on nous appelle des extrémistes quand on dit ces vérités-là, alors que c'est la vérité. Ça seul qu'il y a comme, parce qu'on a tout fait. On a accepté, on a fait des compromis, on a fait les dialogues, on a accepté toutes sortes de choses en croyant que ça va nous libérer, mais c'est faux, ça ne va pas nous libérer. Ça prendra du temps, mais il faudra que le peuple togolais comprenne que nous sommes toujours des colonies. Parce que Faure Gnassingbé sait qu'il bénéficie du support extérieur, c'est pourquoi il nous malmène comme ça. Sinon, s'il n'avait pas de support, il va compter sur quoi pour nous malmener comme il le fait. Donc, il y a des gens qui ne veulent même pas qu'on parle de la France-Afrique au Togo. Les gens pensent que c'est un abus ou bien c'est exagéré, alors que c'est une réalité qui nous maintient, qui nous tient dans la servitude. Donc, il va falloir que nous-mêmes nous cultivions, nous préparions sérieusement à une révolution. C'est tout. Ça prendra du temps. Au Togo, on a tout essayé. Les dialogues, tout ce que vous allez citer, on a tout essayé. Et depuis Yadema, l'armée a décidé de coopérer avec le peuple, a décidé de prendre ses responsabilités pour libérer la population et l'économie togolaise. Merci. Oui. Je vais revenir un peu sur... Non, je voulais juste poser quelques questions. J'arrive. Be Careful n'est pas encore parlé. Be Careful, s'il te plaît, je voulais poser cette question. Il ne faut pas que j'oublie.
La fois passée, dans les discours de Fort et Sozenam, il a dit quelque chose. Il a appelé opposition que l'opposition institutionnelle. Donc, qui sont les opposants institutionnels? Et c'est quoi institutionnel? Deuxièmement, qui sont les opposants aussi non institutionnels? Donc, je voulais savoir quoi. Si vous pouvez éclaircir les choses là, parce qu'il y a des questions comme ça qui nous viennent en inbox. Les gens nous posent cette question quoi. Donc, il faut que je pose cette question pour permettre à les gens pour comprendre ce que Fort veut dire quoi. Ce qu'il veut dire, c'est que l'opposition qui est enregistrée sur le terrain et qui est reconnue, c'est ça qu'il appelle institutionnel. Maintenant, cette opposition, par exemple, représentée par les activistes, par le M66, il ne les reconnaît pas. C'est une façon de dire que vous là, vous êtes des gens qui ne sont pas représentés comme institution dans notre pays. Donc, vous là, vous n'êtes pas important. C'est une façon de dire ces choses-là comme ça. Pour dire qu'il vous méprise. Il ne veut travailler qu'avec les oppositions qui se sont enregistrées légalement et qui sont reconnues et qui respectent les règles. Comme vous le savez, l'opposition ne pourra pas, telle qu'elle fonctionne au Togo, là, aller demander des marches qui ne sont pas autorisées, par exemple. Or, ça ne l'arrange pas ce que le M66 a fait en appelant les gens à faire des choses alors que c'est interdit. Vous voyez? C'est ça un peu mais Monsieur Takeli, s'il te plaît, mais comment l'appelle-t-on les M66 ne sont pas c'est pas un parti politique quoi. Je peux dire sont pas des opposants, mais nous sommes, comment l'appelle-t-on? Nous sommes des citoyens, donc pourquoi utiliser ce mot? Je ne comprends pas quoi. Oui, attends d'abord. Est-ce que Fort n'est pas en train de mettre quelques différences entre les partis politiques, de l'opposant? Selon moi, donc, pardon, essaye de rentrer dedans comme il le faut, quoi. Faut parler, tu es libre. Oui, mais les partis politiques, c'est ce qu'il appelle opposition institutionnelle. C'est parce que ces partis-là sont enregistrés, ils les connaissent, et on peut les poursuivre légalement. Mais les gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui parlent, les partis politiques sont de l'opposition, c'est vrai, les populations qui parlent, les activistes sont des opposants, mais il est en train d'établir une hiérarchie entre ces deux-là. C'est-à-dire, vous qui parlez là, qui n'êtes pas dans un parti politique. C'est pour ça aussi qu'il faut dire que les partis politiques contribuent. Ça permet au gouvernement de contrôler l'opposition, tu comprends? Donc, or, ceux qui sont pas enregistrés dans un parti politique et qui font ce qu'ils font et qui sachent ça, qui font que ça gêne le pays, ces gens-là, mais ils leur échappent. Donc, c'est clair, c'est simple. Il ne veut pas de cette opposition non institutionnelle. Il veut de l'opposition institutionnelle parce qu'au moins, il les connaît et il y a des règles qu'ils doivent respecter et il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire et qu'ils ne peuvent pas dire. Et alors que vous autres, vous dites les choses parce que vous êtes libre, vous n'êtes pas tenu par un parti politique. Vous voyez? Donc, c'est ça, c'est assez direct là. À moins que quelqu'un a quelque chose à ajouter, bon. Il est bienvenu. Peut-être que je pourrais ajouter quelque chose. Abel, on va donner à Be Careful avant de revenir. Be Careful a duré ici. Voilà. Be Careful. Merci. Oui, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Déjà, j'aimerais bien que, si je ne me trompe pas, il faudrait que le grand frère Joseph Takeli, il faudrait qu'il rectifie quelque chose en disant comme quoi Fort doit donner, comment on appelle ça, pour la grâce présidentielle. Pour moi, Fort n'est plus capable de donner une grâce présidentielle puisqu'il n'est plus président. Donc, grâce présidentielle, il n'a plus le droit de donner grâce présidentielle à qui que ce soit. Puisque maintenant, dans sa constitution, il n'est que PC, ce qui veut dire comment président du conseil. Donc, partant de là, il ne peut plus être l'auteur de grâce présidentielle. Bon, c'est ce que j'aimerais ajouter premièrement. Deuxièmement, concernant ces histoires de négociation, mais les gens qui vont là-bas pour aller négocier, est-ce qu'ils ont tout leur sens dans leur tête? Est-ce que ça fonctionne bien? Les gens qui étaient sortis le 6 juin dans la rue, c'était pour la démission de Faure Gnassingbé et qu'il dégage. Mais il s'est entêté jusqu'à maintenant, donc il est illégitime. Au pire encore, c'est quelqu'un qui a tripatouillé la Constitution
Et aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un régime présidentiel. Et ce que les Togolais n'acceptent pas. Alors, dans quel sens et au nom de qui, au nom de quoi vous allez discuter avec cette personne qui considère le peuple togolais, les gens qui sont, comment on appelle, anti-forts, comme quoi il faut les considérer comme des prédateurs. Alors, et que nous, qui nous combattons, qui le combattons, nous sommes traités comme des criminels et nous sommes des proies coupables, exclus même de l'emploi des gens. Mais comment voir tout ce que les gens subissent dans le pays? Au nom de qui? Au nom de quoi il faut aller pour négocier avec Faure Gnassingbé? C'est au nom de leur ventre. Si vraiment ils aiment le Togo et qu'ils savent que la population togolaise, si ce n'est que le militaire, les armes qui sont derrière Faure, il y a longtemps Faure n'est plus au pouvoir. Il y a longtemps que la rue l'a dégagé. Et dans quel sens les gens vont encore sortir pour aller négocier quoi que ce soit avec lui? Il est illégitime. Négocier en tant que qui? En tant que quoi et en tant que qui? Il est illégitime. Pour nous les Togolais, Faure, il se maintient juste par les arbres. Il n'est rien. Pour nous les Togolais, Faure n'est plus rien. Donc on n'a même pas besoin de discuter avec lui. Ce qu'il a lieu à faire, peut-être lui-même, il n'a pas un jour, il prend ses clics, il dégage, et puis voilà, c'est tout. Et nous Togolais, on va réorganiser notre beau pays. C'est tout. On n'a pas besoin d'aller négocier quoi que ce soit à lui. Quelqu'un qui va là-bas pour négocier, c'est qu'il va pour son ventre. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Il vous donne de l'argent et vous venez, vous allez dire des choses comme ça pour le... Mais quoi qu'il advienne, qu'il aille négocier quoi que ce soit, nous qui sommes sur les panels, nous qui ouvrons nos lives, qui voulons que Faure dégage, nous allons continuer. Donc ça ne sert à rien d'aller négocier quoi que ce soit avec lui. C'est ce que j'aimerais ajouter. Merci. Eh bien, je ne sais pas si Yemi de Souza est là. Yemi, vous êtes là? Si vous n'êtes pas là, Abel. Je suis là, je suis en train de suivre. Ok. Vous avez quelque chose à dire ou bien on passe la parole à Abel et à Rufin? Ah mais j'ai quand même une question à poser. Il y a ce qu'on appelle le mur de la réalité. Il y a ce qu'on appelle le mur de la réalité. Par quels moyens allons-nous combattre le régime? Parce que j'ai entendu dire qu'on ne peut pas espérer que ce que les armées ont fait du côté du Niger, du Mali, même tout récemment du Madagascar, on ne peut pas espérer ça de notre armée. Alors on fait comment? Comment on peut faire partie de ce régime sans l'armée? Ça a été toujours la grande question à laquelle j'ai l'impression que nous ne répondons pas. Nous tournons en rond, nous fuyons même cette question-là. On fait comment sans l'armée? Voilà. Si on fait sortir des millions de Togolais dans la rue, ça veut dire que on va pouvoir renverser le régime. Il y a ce que moi j'ai appris dans ma vie, qui est qu'aucune certitude de la foi n'empêche d'avoir la mort en horreur. En 2017-2018, la rue n'a pas cessé à cause de la corruption. La rue a cessé à cause de la violence qu'on imposait au peuple dans la rue. Comment on fait donc pour faire partir ce régime sans l'armée? C'est la grande question à laquelle, moi, personnellement, j'ai pris le temps de réfléchir et j'ai pas réfléchi tout seul. Joseph Takeli est ici, il peut aussi témoigner qu'avec lui, j'ai eu des heures et des heures de discussion sur cette question, par exemple. Donc, comment on fait? Voilà, c'est la grande question que j'aimerais vous poser, bien que j'aimerais nous poser. Merci bien. Monsieur Joseph ou Rufin Ganda, si vous avez la réponse, vous pouvez donner avant qu'on passe à Abel ou à Abraham. Ok. Bon, avant de répondre à ça, je vais dire quelque chose encore sur l'amnistie. L'amnistie, le problème, ce n'est pas l'amnistie. Hein. Le problème, ce sont les institutions. La famille, il n'y a pas de tapotage. Il n'y a pas de tapotage. S'il vous plaît, tapotez l'écran, partagez le live, quoi. Partagez le live maximum. Tapotez, partagez. On y va, grand frère. Je disais que le problème, ce n'est pas l'amnistie. Le problème, ce sont les institutions qui vont s'asseoir pour déclarer ou programmer cette amnistie-là. Vous voyez, ces institutions ne sont pas acceptées par le peuple. Ceux-là qui sont en prison actuellement, ces prisonniers politiques sont en prison, pourquoi on les a mis en prison? C'est pas parce qu'ils ont volé. C'est pas parce qu'ils ont commis des crimes vulgaires. Tout simplement parce que ils ont dénoncé le système. Ils refusent
la dictature, il dénonce le système, raison pour laquelle on l'a déjà jeté en prison. Maintenant, on demande au dictateur, à travers ces institutions qu'il a instaurées, sans l'aval, sans l'appui du peuple, de voter une amnistie. Bon, supposons qu'il vote l'amnistie. Le dictateur dit, mais il faut les laisser, il faut les libérer. On les laisse. Il y a l'amnistie. Et que ces prisonniers-là, politiques-là, mais la solution, ce n'est pas de nous l'amnistier. La solution, c'est que le Togo soit un pays de droit. Nous allons continuer notre lutte. Le dictateur va les prendre et encore les jeter en prison. Ouais. Donc, raison pour laquelle, pour moi, l'amnistie n'a pas de sens au Togo. Ce qui a de sens, c'est de bouter le système dehors. C'est de catapulter le système dehors. Parce que l'amnistie n'apporte rien. C'est une farce. C'est une farce, c'est une comédie. Ça n'apportera rien du tout parce que le système est là. Il va libérer, il va encore reprendre des gens parce que d'autres seront là, dire que non, on ne peut pas continuer comme ça. Aussi longtemps que le Togo ne sera pas libéré, nous continuerons la lutte. Mais il va prendre les gens et jeter encore en prison. Donc, le mieux, c'est d'attaquer le problème à la racine. C'est de bouter le système dehors, de couper tout et de le chasser. Bon, en ce qui concerne l'opposition institutionnalisée, ou institutionnelle, comme il le dit. Vous savez, Faure Gnassingbé a créé ses propres partis politiques. Il a sa propre opposition. Regardez vous-même. Comment on appelle le clivage des partis politiques. Regardez, Faure Gnassingbé, il a tout. Il a son assemblée, il a son Sénat, il a ses partis politiques, il a son opposition, il a tout pour lui. Il a tout. Tout. C'est ce qu'il appelle l'opposition institutionnalisée. Mais quand il s'agit des autres qui s'opposent à lui, les autres partis politiques ou soit institutions, ou je peux dire, société civile qui s'opposent à lui, sincèrement, ça, il les déclare comme étant des institutions illégales. Donc, tout le reste là, c'est à la portée de Faure Gnassingbé. C'est lui qui a créé, c'est lui qui les gère. Il a tout aujourd'hui. Comme vous voyez, l'Assemblée nationale, c'est comme ça. Maintenant, à la question de mon frère Yemi, quand vous voyez l'armée là, nous-mêmes, soyons sincères, nous sommes tous des Togolais. Est-ce que cette armée-là est capable de réagir comme l'armée burkinabé, malien, nigérien ou malgache? Pour l'instant, moi, je ne sais pas. Parce que avoir cette armée-là, avec les occasions, les opportunités que nous avons eues et qui n'ont pas pu saisir, alors là, je me demande si vraiment cette armée est une armée républicaine. Loin de là, elle ne l'est pas. Et je me demande si cette armée-là est capable d'agir comme les armées, comme le Mali, l'armée malienne, burkinabé et tout l'ont fait. Je ne pense pas. Alors, comment booster cette armée-là pour qu'elle devienne une armée, du moins républicaine, pour qu'elle devienne une armée qui va sauver le peuple? On peut réfléchir. Mais en attendant, ce que je pense plausible pour le peuple togolais, c'est de chercher à savoir comment nous pouvons créer un équilibre de rapport de force et se jeter dans la rue et organiser une insurrection populaire inopinée pour renverser ce système. C'est ce que je pense. Merci. OK. Et pour répondre à la question de Be Careful et puis de quelqu'un là, ce qu'il faut retenir dans les fonctionnements des États, c'est les principes de la légitimité et les principes de l'effectivité. C'est-à-dire, légitimement, on peut affirmer que Faure n'est pas notre président. Il n'est pas légitime. Mais en ce qui concerne l'effectivité du pouvoir, c'est lui qui l'a. Donc, il s'ensuit que les institutions qu'il crée ne sont pas nulles en tant que telles. C'est pour ça que il peut autoriser que s'il y a une pression sérieuse, comme en 90, s'il y a une pression sérieuse contre lui, il sent que ça chauffe. Et on lui dit, c'est ce que les opposants à l'époque exigeaient. Ils l'ont obtenu, amnistie générale. Ça a permis à l'opposition de rentrer. Rufin Nganda, si vous étiez au Togo aujourd'hui avec votre détermination, est-ce que vous n'allez pas participer mieux que vous n'êtes en exil? Qu'est-ce qui peut vous permettre de rentrer au Togo aujourd'hui? C'est une amnistie. Vous voyez? Même si Faure est là et que ces institutions, vous n'y adhérez pas, il peut arriver à un moment où il sera obligé de prendre une loi d'amnistie, permettre une loi d'amnistie pour que les gens rentrent. Vous voyez? C'est généralement quand il y a une vraie pression sur lui. Une vraie pression, il sent que, c'est le compromis que je dois faire. Et il le fait. Ça vous permettra de rentrer. C'est ce qui a fait que beaucoup sont rentrés au Togo en 1991.
pour participer à la conférence nationale. C'est pourtant l'Assemblée nationale du président Eyadema qui avait pris la loi d'amnistie. Donc, il faudra quelquefois analyser les choses sérieusement avant de les avancer. Une amnistie n'est pas l'ennemi. Au contraire, c'est ça que nous devons exiger. Nous devons exiger une amnistie générale. Parce que l'institution qui est là, qui émane d'un président illégitime, comme vous dites, cette institution-là compte quand même. En vertu de l'effectivité de pouvoir, on discute avec Faure Gnassingbé partout aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous pensons, nous autres? Nous pensons qu'il n'est pas légitime. Mais pourtant, il a l'effectivité de pouvoir. C'est ce que je tenais à dire d'abord. Pour répondre à la question de Yemi, lui-même, comme il a dit, on a discuté de cette question en long et en large. D'abord, il faut dire que le Togo est dirigé par l'armée. Il ne faut pas se leurrer. Et l'armée a commis beaucoup de crimes au Togo. Et c'est cette même armée qui dirige. Comment voulez-vous que cette armée-là qui a fait qui a tué autant de gens, mais le Togo, c'est une hécatombe. Comment voulez-vous que cette armée-là accepte de changer elle-même? C'est pour ça qu'il faudra, par la force populaire, parce que c'est ce que nous avons. Si l'armée veut nous prouver qu'elle n'est pas criminelle, elle n'a qu'à prendre ses responsabilités. Ce que De Souza réclame, il dit qu'on n'a qu'à demander à l'armée de faire le coup ou bien de prendre le pouvoir. Que si nous demandons à l'armée de prendre le pouvoir, elle prendra le pouvoir. Mais c'est ce que nous demandons depuis. Est-ce que nous avons besoin de dire à une armée, prends le pouvoir? Mais c'est parce que cette armée elle-même, c'est elle qui a le pouvoir, c'est elle qui a commis des crimes imprescriptibles et qui sait que si elle perd le pouvoir là, elle sera jugée. Donc, dire que, je sais que c'est là où De Souza veut nous amener, il nous dit que nous devons demander à l'armée de prendre le pouvoir. C'est ce qu'il dit. Est-ce que nous ne demandons pas à l'armée de prendre le pouvoir? Nous le lui demandons. Mais nous analysons et nous constatons que c'est elle qui a le pouvoir. C'est l'armée qui a le pouvoir au Togo. Quand on fait les accords, les discussions, CVJR, toutes les recommandations qu'on fait, et puis ça ne s'applique pas, vous croyez que c'est comment? C'est l'armée qui refuse que ça s'applique. Même les décisions de la conférence nationale, c'est l'armée qui refuse que ça s'applique. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, qu'on fasse? Ce qu'on a comme arme, c'est le temps et puis notre culture, notre éducation à la révolution. Ça va nous prendre du temps. Et je vois que ça va marcher parce que les signes de cela, c'est ce que nous avons vu en 2025 avec les mouvements, les Amron, je sais pas qui citer, les jeunes femmes là, les Amavi, les Bikoni, Biaté. Malgré tout, ces gens-là sont là. Il faudra que beaucoup naissent, beaucoup comme ça, viennent au combat. Je ne vais pas oublier Madame Nyakade, il y en a plein à ma vie. Et tout ça là, c'est ce qu'il faut souhaiter. Et qu'on ne le souhaite pas, ça va arriver parce que les gens se rendent compte que nous sommes dans un trou aujourd'hui et le régime nous a conduits dans un trou, dans l'abîme. Le pays est abandonné. Vous ne pouvez même pas le comparer au Bénin. Quand nous sommes arrivés au Bénin en 1993, moi je vous assure, hein, si vous êtes assis au bord de la route au Bénin, sur 10 voitures de luxe qui passaient, en 1993, 7 doivent être togolaises. Quand nous sommes arrivés à Cotonou, en 1993, le Togolais était plus riche, de loin plus riche que le Béninois. Mais aujourd'hui, allez au Bénin voir. Le Bénin est développé. C'est la preuve tout simplement que le Togo est en train de descendre aux enfers. Et ça, c'est en faveur du peuple. C'est à cause d'une mauvaise gestion, d'une gestion d'incompétents. Et l'objectif, le résultat sera que ce qu'il est là, et petit à petit, les gens prendront conscience que on nous a eu au Togo. Une bande de médiocres nous a eu et nous a enfoncés. Vous voyez? Donc, moi, je suis optimiste. L'armée ne veut pas prendre ses responsabilités. La population prendra ses responsabilités. La jeunesse qui vient, les jeunes que je vois, qui viennent, n'ont pas été éduqués comme nous autres. On nous a opprimés. On nous a triché même. On nous a imposé le tribalisme. Nous tous.
autant que nous sommes, que ce soit du sud ou du nord, on nous a éduqués à nous détester sur la base tribale. Il y a des mal à faire avec les amicales de préfecture, avec les organisations comme la MENTO, Association des étudiants du Nord Togo. C'est dans ça qu'on nous a maintenus. Et vous autres, vous n'avez pas eu ça. Petit à petit, ce que nous avons souhaité depuis 90, ça arrive et ça arrivera. Merci. Et Abel, allez-y rapidement. Et Cicero, est-ce que vous me permettez Carrefour, que s'il je vous plaît, rectifie quelque chose attendez d'abord. avec monsieur, puisque je n'ai pas parlé d'Amensi, mais j'ai parlé de classe présidentielle. Bika Foui ne te répondait pas à toi. Oui, Carrefour, calmez, on va vous revenir après. Abel, allez-y rapidement. Pour qu'on passe Merci à Abraham. beaucoup. Après, on Merci, reviendra. merci beaucoup. Je tenais à rectifier quelque chose, effectivement, que mon grand frère Joseph a rectifié. Ben, oui, effectivement, l'amnistie, même si on n'est pas condamné en justice, on peut amnistier. Sauf que je vais rejoindre un tout petit peu quelque part Bikafour. Nous jeunes qui sommes là aujourd'hui, ne reconnaissons pas fort comme c'est une autorité de fait. Comme il l'a dit, oui, effectivement, c'est lui qui est au pouvoir aujourd'hui et certaines choses, il le fait comme il le fait. Maintenant, je veux parler un peu de partis politiques qui vont au dialogue, qui ne vont pas au dialogue. Si ma mémoire tient encore en place, avec la C14, je crois que c'était tous ces partis politiques qui avaient dirigé les mouvements à l'époque. Et c'était ces mouvements-là qui avaient désigné ceux qui devraient aller dialoguer avec Fort ou ne pas aller dialoguer et tout et tout. Parce que, il faut discuter, c'est avec ceux qui ont déclenché un mouvement. Aujourd'hui, c'est le M66 et ses partenaires qui ont déclenché le mouvement au pays. Si discussion il devrait y avoir, si dialogue il devrait y avoir, pour savoir pourquoi vous vous manifestez, je pense que c'est avec le M66 et ses partenaires. Et donc, quand nous disent qu'un parti politique nous dise que je suis favorable ou pas favorable, ça n'engage que ce parti politique. Que ces partis politiques aillent, ça ne les engage, ça n'engage que. Je pense qu'on peut être plus clair, simplement clair comme ça. Parce que nous, jeunes, nous n'avons pas dit que nous voulons que les partis politiques viennent prendre le devant de notre chose. Nous, s'ils veulent, ils peuvent venir rester à côté, mais ils ne sont pas devant ce que nous sommes en train de faire. Parce que pour nous autres, nos parents et nos grands frères ont fait cette lutte jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas donné. Et nous avons compris que ce n'est pas une histoire de partis politiques. Vous savez, les partis politiques sont un fruit de la démocratie. Et qu'on me donne un exemple dans un pays où, d'une dictature aussi féroce, ce sont les partis politiques qui ont réussi à la déraciner. Je n'en vois pas. Peut-être que je n'ai pas encore lu ça dans les livres d'histoire. Si ça existe, qu'on me donne le titre de cet ouvrage-là, demain matin, je commanderai sur Amazon et je lirai. Et donc, c'est un mouvement citoyen que nous sommes en train de faire aujourd'hui parce que c'est nous qui sommes aujourd'hui dans des pays, nous nous trimballons dans les pays des gens. C'est nous qui sommes encore jeunes, qui pensons que non, nous pouvons retourner avec notre petite compétence et reconstruire notre pays. Donc, si quelqu'un pense que lui, il veut aller dialoguer avec Fonia Singh, que nous, d'ailleurs, nous ne reconnaissons pas parce que c'est une autorité de fait, s'il pense qu'ils veulent aller discuter avec lui, ça n'engage qu'ils n'ont qu'à aller discuter avec lui. Mais nous, jeunes, ça ne nous empêche pas que nous allons continuer nos mouvements jusqu'à aller. Alors, je vais tenter peut-être de répondre à mon grand frère Yemi qui ne cesse de dire depuis au mois 2017 qu'il faut que l'armée prenne ses responsabilités. Je crois que mes grands frères l'ont déjà dit. L'armée ne peut pas se faire harakiri. C'est l'armée qui est au pouvoir. Depuis 63 que l'armée a fait le coup d'État, l'armée est toujours au pouvoir. Mais je ne peux pas me faire coup d'État moi-même. C'est pas possible. L'armée a une face civile qui est Fonia Singh. L'armée a une face civile. Et pour cela, je nous conseille de regarder le documentaire sur Bachar al-Assad. Vous savez, quand Assad était venu avec la bénédiction de Chirac, quand Assad a pris le pouvoir après le décès de son papa, et il avait voulu faire exactement comme Faure. Nous a bluffé tous en ouvrant la voie, liberté d'expression, la liberté de la presse et tout. Les gens ont cru. Des opposants sont même allés travailler avec lui sous une certaine pression comme on l'a vu au Togo.
Quand vous voyez ce documentaire, vous voyez exactement le Togo comme le Gbagbo avait été Premier ministre en 2007. Et petit à petit, les sécurocrates sont allés voir Assad pour lui dire, mais ce que tu es en train de faire, ne c'est pas comme ça que ton papa avait voulu que le pouvoir soit. Et Assad est devenu ce qu'il est devenu après. C'est exactement la même chose que Faure fait. Et donc, aujourd'hui, Faure dirige le pays avec ses sécurocrates, avec cette même armée à laquelle nous irons demander de venir nous sauver. Et cette armée ne pourra pas nous sauver. Je réinsiste encore, il est temps que nous, avec nous jeunes qui sommes là aujourd'hui, avec nos grands frères qui ont fait la lutte dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui, il est temps que nous nous asseyons, que nous nous retrouvons peut-être dans un pays, je ne sais pas, dans un pays de l'Europe ou bien, je ne sais pas, dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, qu'on s'asseye, qu'on discute, que vous partagiez avec nous vos expériences. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec vous? Qu'est-ce que vous pensez que nous jeunes, nous pouvons, et que nous vous disions, voici ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui ou nous ne sommes pas capables de faire. Vous avez des relations, vous avez des points sur lesquels on peut s'appuyer, des leviers sur lesquels on peut s'appuyer, nous, aujourd'hui. Et nous avons encore la jeunesse, la fougue de la jeunesse que nous pouvons utiliser pour peut-être sortir dans les rues, pour peut-être aller là où vous ne pouvez pas aller aujourd'hui. Je pense que c'est seulement comme ça que nous pouvons faire nous pouvons réussir notre combat. Autrement, ça va être très difficile pour nous. Je m'arrête là. Ok, merci bien Abel. Et allez-y Abraham, allez-y rapidement. Et on donnera la parole après à Bikar Fall. Ok, mais merci beaucoup. Moi, j'aimerais répondre à la question de M. Yemi de Souza. Vous savez, l'armée est la solution. Parce que, pourquoi je dis, il y a une grande majorité des militaires qui ne sont pas d'accord avec Faure Gnassingbé. Et si vous voyez, peut-être aujourd'hui je vais vous le dire, ils ont voulu arrêter Faure Gnassingbé lors des Evala, je pense qu'en 2024. Ou par après nous avons appris que non, qu'il y avait eu, qu'on avait braqué vers où, et puis ils ont trouvé les munitions venant des Bérets Rouges, Akara, tout ça là. C'était à cette époque qu'on a failli arrêter Faure Gnassingbé. Et c'était dans le nord. Jusqu'à présent, il y a plein qui sont en prison. Donc vous voyez. Aujourd'hui, il y a un problème sérieux qui se pose. C'est pas qu'il ne peut pas le renverser, mais en disant que toujours l'armée a fait du mal, l'armée a fait du mal, il y a beaucoup de gens qui se disent que si aujourd'hui nous arrivons à renverser Faure Gnassingbé, est-ce que le peuple togolais ne va pas nous prendre pour mettre dans le même trou? Est-ce que vous voyez? C'est ça qui cause le problème du Togo. Voilà. Donc, il faudrait quand même, si nous voulons que l'armée réagisse vraiment, on doit arrêter certains langages. Comme si Faure Gnassingbé tombe, nous allons vous prendre vos biens, nous allons vous prendre ceci, nous allons vous prendre ceci. On a besoin d'une réconciliation entre le peuple et l'armée. Et si nous allons prendre cette voie, je suis sûr que ça va aller, mais ça va prendre du temps. Parce que après avoir qu'on va parler de cette réconciliation, ils vont vouloir s'interroger, est-ce que c'est vrai que tout cela, ce que ces gens-là disent là, si nous renversons là, est-ce qu'ils vont nous laisser en paix? Voilà la question que l'armée se pose. C'est pas parce que il ne peut pas le renverser parce que, ou bien ils sont là pour le protéger, non. Si l'armée protégeait réellement Faure Gnassingbé, aujourd'hui, il y allait avoir quelqu'un qui serait le chef suprême des armées. Faure Gnassingbé ne fait confiance à personne parce qu'il sait que au sein de l'armée, il y a beaucoup qui le détestent. Voilà, il y a beaucoup qui le détestent. Mais le problème est que ceux-là qui ont les armes même, ce sont ceux-là qui ne connaissent même pas la loi. Et ce sont des gens qui ont beaucoup souffert. Comme dans une rébellion, vous savez, il faut remettre les armes aux gens non instruits. Parce que quand il tient là, il ne sait même pas ce que ça fait. Il tire seulement pour partir, il ne sait pas les dégâts que ça cause. Mais une personne qui connaît les lois et les principes, quand on lui donne, il réfléchit avant d'appuyer sur la gâchette.
Voilà pourquoi au Togo, la plupart, la majorité des militaires qui vont au front, ce ne sont pas des gens qui ont étudié. Voilà. Ceux-là qui ont leur bac et autres, la plupart, on ne les met pas dans l'armée. On les laisse de côté. On prend ceux-là qui se sont limités au CE1, au CE2, ou bien à la rigueur au CP, qu'ils vont utiliser, et par après, bon, on finit par les relâcher. Donc c'est comme ça. Donc aujourd'hui, si nous voulons réellement si on veut compter sur l'armée, il faut réorienter la lutte vers une réconciliation entre le peuple et les militaires. C'est ça. Voilà. Donc je pense que c'est ce qui reste. Parce que, entre-temps, j'avais contacté un ancien militaire, il a duré, c'est un haut gradé. Il a dit que il est bien vrai qu'il y a des a fait du mal, mais qu'on se dise la vérité que le père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, aussi a fait du mal. Donc il veut dire directement que si eux autres ont répliqué en faisant du mal, c'est d'une part, du côté aussi de Sylvanus Olympio aussi, il y a eu du mal. Donc eux autres, ils ont voulu se sauver leur peuple. Voilà pourquoi ils l'ont fait. Donc pourquoi aujourd'hui on peut soulever le nom de Sylvanus Olympio, on le prend tête et on lave son nom et puis on parle mal de Yadema comme si Sylvanus Olympio aussi n'avait pas fait du mal. Donc vous voyez. Donc si on veut laisser, donc il faudrait que on laisse tous les deux. On ne lave pas le nom de Sylvanus Olympio, on ne lave pas le nom de Yadema. Et puis on laisse ça comme ça, on reprend la vie à zéro. On oublie le mal qui a commencé dès le base. La base là, on laisse tout tomber. Voilà, on laisse tout tomber. Tout catégoriquement, on reprend à zéro. Comme si rien n'a été fait au Togo. Donc, comme ça là, bon, ils peuvent enlever Fort Nyasingbe. Et puis, on va continuer normalement comme ça se doit. Voilà le problème qui se passe dans le pays. Donc, si... Abraham, je pense... Ouais. on va passer à Bikar Foul, rapidement Bikar Foul, pour qu'on puisse passer la parole à Black et de revenir sur le thème. Voilà, merci. Oui, ce que je disais, c'est comme quoi, mais j'avais pas parlé de comment on appelle-t-on, de amnistie. Je parlais de grâce présidentielle, que qu'on n'est plus capable d'octroyer la grâce présidentielle à qui que ce soit, puisqu'il n'est plus président. C'est de ça que je parlais en fait. Donc, du coup, c'est ce que j'aimerais que... Sir, the card got declined. Give me one second, please. Black, allez-y rapidement, comme Bikar Foul en communication. Oui, bonsoir Monsieur Dissolo officiel. Bonsoir aussi à tout votre panel. Et je voudrais d'abord dire en préambule que en politique, les promesses n'engagent que les religieux et les croyants obséquieux, et ceux qui y croient. Donc, ça n'engage que vous sous ces histoires en politique. J'ai cru entendre parler de la question de l'armée. C'est l'intrusion de l'armée de la question politique au Togo en 63 qui nous a conduits jusqu'ici. Alors, inviter encore l'armée à rentrer encore dans l'intrusion politique, cela revient à dire remettre un sou dans la machine. On n'est pas au casino quand même. Je voudrais dire ici, ce n'est pas parce que on crie au secours qu'on cherche la porte de sortie. Donc le peuple togolais en est comptable, par sa duperie, par sa participation tacite, et par sa manque de volonté. La volonté est quelque chose qui est consubstantiel à l'humain, alors en terre togolaise, elle n'existe pas. Vous voyez, les gens crient, on a ceci, on a des machins, on a bidule chouette, et puis terminé. Ils se contentent du minimalisme et du misérabilisme, en disant qu'un jour, Yeshua va faire ceci et cela. Donc la volonté, une fois de plus. Vous voyez, l'armée, écoutez-moi bien, l'armée
Si vous avez fait l'armée, c'est content ou pas content, content quand même. Voilà ce que pense l'armée. La question de perdre l'indépendance de la nation togolaise, Sylvanus Telampio, mon cher monsieur, il faut le resituer dans son contexte. Le contexte est toujours très important dans toute discussion âpre et d'une intelligence capitale. C'est très important de le souligner. Donc ici, il y a lieu de comprendre ceci. Le Togo, dont nous parlons, sur la question politique, sur la question économique, sur la question socio-culturelle et tout ce qui va avec, il y a un abîme, personne ne peut le nier, puisque ce peuple-là boit de l'eau saumâtre dans des trous comme des bêtes de somme. Voyez-vous. Et ce peuple-là est totalement désarmé, puisqu'on a fabriqué une génération de lâches, des gens lâches, pleutres et vils. Et les gens qui sont des très bonnes factures sont tous à l'étranger, sont tous été en exil, sont exilés de gauche à droite, parce que quand vous êtes intelligent, à mon avis, et vous ne pouvez pas sur le territoire. Donc ici, il y a lieu de faire les totaux, pour pas dire la totale. Les partis politiques dont vous parlez ou les gens parlent, ce sont des sectes. Ce ne sont pas des partis. Ce sont des sectes. Et le entre-soi. Évidemment, des auxiliaires qui épaulent cette médiocrité ambiante, cette chienlit générale. Voyez-vous. Donc, si vous appelez ça des partis politiques, à mon humble avis, il faudrait aller faire un tour dans les pays entre guillemets développés pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un parti politique. Ce ne sont pas des affiliés, des affidés de ramassis, de entre-soi, avec des costards cravates à la Saddam Hussein. C'est pas ça un parti politique. Voyez-vous. Et donc ici, on est dans un pays où tout le monde a mangé son totem, où les gens pratiquent le culte de la mort, où rajouter des religieux, des voyous escrocs de haut acabit, et tout, cette gloubi-glouba, hein, et toutes ces histoires de fique-pan, et puis voilà, le Togo de 2026, où les gens broient du noir, et un marasme économique total, un pays exsangue, un pays à terre. Oui, faut pas se leurrer, à terre, puisque sur les marchés internationaux obligataires, vous êtes obligé d'emprunter. Alors, dans un petit Qatar comme ça, comment se fait-il? Et encore, les emprunts obligataires ne sont pas les résultants de ce que les gens veulent. Et les gens prennent des deux fers quand ils voient les Togolais arriver sur les marchés internationaux. Ils disent, oh là, pas eux. Alors, donc ça veut dire tout simplement que un pays où on est obligé d'emprunter pour payer les fonctionnaires, ça veut dire, oh, banqueroute. Bon, alors, si on doit se réunir ici pour développer des cerveaux terribles et terriblissime, il faut dire que voilà, à mon avis, on n'y est pas. Il faut simplement armer le Togolais d'avoir la volonté effective d'aller chercher sa liberté. Parce que nul ne peut aller au paradis sans transpirer. Alors le problème, c'est que vous voulez aller au paradis sans transpirer. Tranquillement. Sans compter les minous, les avaleurs de prébendes, ceux qui n'ont sans vergogne, qui sont capables de manger les subsides du peuple en toute honte vue. Alors, si c'est ça vous appelez les dialogues, bon courage à vous, voyez-vous. Et ça, c'est de la duperie la plus absolue encore en 2026. Il suffit simplement de dire à ce peuple, quand il y en a marre, il y en a marre. Et quand vous avez la volonté de pouvoir vous en sortir pour la postérité, voilà pourquoi c'est écrit dans votre hymne, pour la postérité. C'est pas moi qui l'ai écrit ça. Et qu'on vous a dit, venez, bâtissons le pays. C'est pas moi qui ai écrit ça. Pourquoi ils ont écrit toutes ces histoires-là? On vous a dit ça. Et sur le fronton de monument de l'indépendance, qu'est-ce qui est écrit? Par ta foi, ton courage et ses sacrifices. Alors, vous voulez avoir tous accès à la jouissance absolue sans sacrifice. Mais qui c'est qui a écrit des trucs sur le monument? C'est du cadeau, ça, qu'ils ont écrit là-dessus? C'est parce qu'il va y avoir du sacrifice. Alors, donc, je voudrais conclure en disant ceci. Les histoires d'appeler l'armée à s'introduire de la question politique de notre pays étaient caduques, puisque c'est de ça qu'il s'agit, et c'est cette intrusion-là qui a fait que nous en sommes encore là, jusqu'à l'heure actuelle. Donc, il s'agit que le peuple soit légitime, parce que le consentement et la légitimité du peuple est l'absolu. Et c'est pour ça que le pays n'est qu'un peuple normalement bien constitué, légitimement choisi. Son VRP,
sur les questions de VRP pour représenter ses aspirations. Et le VRP n'est pas un messianique. Il n'a pas besoin d'avoir une vision. Ça, c'est une façon de voir qui est totalement abrahamique. Le messianique, il doit avoir une vision. Qui a une vision? Mais attendez, c'est pas un marabout. C'est le peuple par son appui et par sa légitimité derrière en disant que on te surveille. 30 secondes pour Chité. Merci. On te surveille. Et c'est par cette surveillance accrue et par cette légitimité que le peuple a droit de regard, puisqu'elle paye des impôts, des ceci, des cela, des machins. Donc, des frères, de grâce, armez juste le peuple togolais à aller chercher sa légitimité. Merci. Bonne discussion à vous tous. Ciao, ciao. Ok, merci beaucoup.